C'est une nouvelle année, alors bonne année, bonne santé, profitez bien de 2025, profitez surtout de ces rendez-vous dîner VIP, rendez-vous qui nous permettent finalement d'associer la découverte de technologies, c'est ce dont on va parler, de société, redécouverte de champions et puis un peu de culinaire aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va accueillir celui qui n'a pas moins que 2 médailles d'or olympiques, dont une c'était du côté de Pékin en 2008. Il avait alors enflammé le bassin olympique, remportant la discipline reine, le fameux 100 mètres. C'est également 5 médailles d'or au championnat d'Europe, 1 médaille d'or au championnat du monde. C'est record du monde. C'est monsieur Alain Bernard. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, une bonne santé, parce qu'avec la santé, il paraît qu'on fait tout. C'est vrai, mais déjà, avec la santé, tu as déjà tout fait dans ta carrière. Attends, il faut la garder. Combien de temps cette carrière d'ailleurs ? Une quinzaine d'années à haut niveau. 15 ans. Mais il y a plus fort que toi. Ça fait pas 15 ans, ça fait 20 ans que la société qui nous accompagne existe. Cette société, c'est Fortinet et elle est spécialisée notamment dans la cybersécurité informatique. Et pour nous accompagner, pour accompagner Alain, parce que c'est tous les deux qu'ils vont échanger, plaisir d'accueillir Renaud Bidou, le directeur d'avant-vente. Bienvenue Renaud. Bonsoir Jérôme, bonsoir Alain. Je suis ravi d'être là. Alors pareil, même question, bonne année. Déjà. Oui. Ça s'est bien passé, les fêtes de fin de Oui, ça se passe toujours bien. Bon, pas eu de cyberattaque. Pas chez moi. C'est parfait. Nous non plus. Par contre, on va avoir des choses qui vont être pertinentes. Oui, vous allez me dire. Mais surtout, vous allez voir, très intéressantes à découvrir parce que c'est deux mondes qui vont pouvoir se parler. Le parallèle avec technologie et l'IA. 3 thématiques pour que vous ayez, vous aussi, le programme. Sensibiliser et anticiper, ça sera la première thématique. Deuxième thématique, les apports de l'IA, l'intelligence artificielle. On en parle et on en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait déjà quelques temps qu'elle existe. Et puis, on se posera la question des bons usages de l'IA. Avant toute chose, j'ai envie, Renaud, de te demander quel est l'ADN de Fortinet. J'ai dit société existante depuis 20 ans, cybersécurité dans l'informatique, mais si tu devais comme ça résumer son ADN. C'est très simple, c'est la convergence. La convergence du réseau et de la sécurité au sens large. Donc le réseau, c'est la mise en communication des systèmes informatiques. Donc autant les systèmes physiques qu'on connaît, mais maintenant également au niveau du cloud. Et la sécurité, c'est autant la prévention, la protection et la réaction. Donc la convergence de tout ça pour fournir un niveau de sécurité maximum et une couverture de l'ensemble de ce qu'on appelle la surface d'attaque. Surface d'attaque, convergence, il y a des mots qui font déjà sens et parallèle. Convergence aussi. Oui, convergence. Et puis moi, j'ai envie je perçois la vulnérabilité, en fait. Et quand on fait du sport de haut niveau ou même dans un système de réseau, moi, je serais curieux de comprendre, sur quoi il faut rester alerte pour être à la page aujourd'hui et être avant-gardiste pour pas subir une attaque ou être démodé peut-être ça va très vite, dans quelques jours, quelques mois, quelques années pour vous. Et nous, quand on fait du sport de haut niveau, on essaie d'avoir toujours un coup d'avance par rapport à nos partenaires, à nos adversaires surtout. C'est ça qui serait intéressant de débattre. Alors justement, on va en débattre. Et je vous disais, première thématique, sensibiliser, anticiper. Sensibiliser, tout d'abord. Renaud, on va démarrer avec toi. Sensibiliser, c'est quoi ? Sensibiliser les utilisateurs que nous sommes, les clients. En fait, c'est tout le monde. On sait que la plupart, voire la quasi-totalité finalement des intrusions, sont liées quelque part à une erreur humaine. Donc, on connaît évidemment le cas de l'utilisateur qui va forcément cliquer sur le mail sur lequel il ne fallait pas cliquer. Bon, on va le charger un peu là-dessus. Il y a aussi des vulnérabilités dans les applications. Là, c'est le développeur, finalement, qui a commis une erreur en développant. Celui qui va Exactement. On a quand même un cas d'école, c'est Heartbleed, donc c'est il y a quelques années, donc qui, en gros, a rendu vulnérable énormément de sites web. Je simplifie. Mais c'était quand même une faille assez énorme. Et comment ça s'est passé ? C'est le développeur qui, un 31 décembre, autour de minuit, a commité son code. Donc, en gros, a validé son code et l'a poussé en production. Bon, là, typiquement, en termes de sensibilisation, par exemple, ne pas faire ça un soir de fête. C'est le genre, donc, il y a des erreurs humaines.
Et donc, d'où l'importance de sensibiliser. Donc, sensibiliser les utilisateurs, les développeurs. Et c'est typiquement ce que nous aidons à faire. On a tout un programme de sensibilisation qui est accessible comme ça sur Internet parce qu'on sait très bien que c'est la base. Donc, c'est important d'éduquer sur autant l'utilisateur lambda, on va dire, entre guillemets, que même les administrateurs sur les usages, et aussi parce que les usages évoluent en fonction de différents facteurs. Usage évolue. C'est intéressant ce que vient de dire Renaud, parce que pour moi, la sensibilisation, quand je préparais cette émission, je me disais que si je le transposais dans ton univers, ça serait les phases d'entraînement. Oui, nous, on essaie de s'entraîner tous les jours de la manière la plus difficile, la plus exigeante possible pour que le jour de la compétition, qu'on puisse ressortir finalement tout le travail que l'on a fait en amont. Et ce développement, je pense, d'expertise ou de compétences, elle est assez similaire. Ça passe par des bonnes pratiques. Renaud disait, il faut sensibiliser les personnes à ne pas faire telles actions, tel jour. Et ça vient dans finalement une intelligence collective parce qu'on va se partager l'info. Il va me le dire, je vais te le dire, tu vas le ramener chez toi, dans ta famille, auprès des collègues de boulot, etc. Et c'est comme ça que l'on est capable d'évoluer. Dans le sport aussi, on essaie de s'inspirer de ce que font nos adversaires, nos concurrents, essayer de s'imprégner, savoir comment est-ce que moi je peux faire mieux demain par rapport à ce que je fais aujourd'hui pour aller plus vite. Et ces automatismes que l'on va répéter, le but du jeu, c'est finalement que le jour de la finale ou de la course fatidique, j'ai pas à penser à 1 milliard de choses et je me concentre sur 2-3 items. Donc cette répétition, finalement, ça crée une certaine assurance comme ces bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, donc on parlait de cette sensibilisation, l'anticipation, tu as commencé à en parler Renaud, mais chez Fortinet, c'est aussi anticiper la dimension de recherche aussi, c'est ça c'est exactement ce que disait Alain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 dimensions dans l'anticipation. Il y a effectivement la recherche, c'est-à-dire l'identification des nouvelles failles, nouveaux types d'attaques, finalement ce genre de facteurs qu'il est important de prendre en considération parce que, il n'y a pas de nouveaux trucs tous les jours, ça c'est un peu un mythe, mais on a quand même de nouvelles vulnérabilités qui vont apparaître, des nouvelles techniques vraiment d'attaque tous les ans à peu près, donc il faut se tenir au courant. Nous, typiquement, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les FortiGuard Labs. Donc, ce sont nos laboratoires qui font de la recherche en permanence pour trouver, on va dire, identifier ces nouvelles vulnérabilités, ces nouvelles techniques d'attaque, etc. Et donc, pour pouvoir après faire le lien avec la technique, puisque c'est bien de savoir que ça va nous tomber dessus, mais c'est bien d'être capable de s'en protéger. Et d'où tout le travail après de R&D et d'intégration dans les solutions de sécurité. Et chez nous, c'est un élément très important d'innovation. Aujourd'hui, on a quelques 1500 brevets, ce qui est plus du double que n'importe qui sur le marché. Donc c'est un élément très très important et qui me semble indispensable. C'est l'anticipation, c'est de savoir que quelque chose arrive et être capable de s'en prévenir. C'est un peu, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, mettre un alcotest avant de pouvoir committer du code. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est là, on n'a pas encore d'alcotest Fortinet, mais... Ça me fait penser à cette menace où, il y a quelques années, moi, je pense que j'étais tout à fait capable de déceler, par exemple, un mail, un faux mail, un spam qui arrive, en me disant, le graphisme, il n'est pas bien fait, l'adresse, elle est très bizarre, je ne vais pas cliquer dessus. Et au plus on avance, au plus les reproductions des sites, par exemple, tels que un colis ou de l'État, en disant, si vous ne payez pas ça dans tel délai, vous allez être majoré, etc. Il y a quelques années, je pense que ma maman aurait cliqué dessus et comme elle est moins coutumière d'utiliser des outils numériques, aujourd'hui, moi, je suis capable presque de me faire prendre. Donc, comment est-ce qu'on arrive, encore une fois, quand ça devient de plus en plus authentique, à sécuriser ces types de menaces, quoi? Il y a un certain nombre d'éléments. Déjà, encore une fois, la sensibilisation, on va la faire évoluer en disant, regardez à quoi ressemble le lien. Voilà le type de domaine qui peut être malicieux, même s'il ressemble à. Donc, on est toujours dans la partie sensibilisation. Après, dans la partie technologique, on en parlera, mais typiquement, l'intelligence artificielle, ça aide. C'est l'intelligence artificielle contre l'intelligence artificielle. Qui va aider à faire du tri ? Exactement. Ça va identifier d'autres facteurs qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et puis après, on peut aller encore plus loin. Typiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes comme ce dont tu parlais qui se basent sur des QR codes. Un QR code, on ne voit même plus l'adresse. C'est vrai. C'est super vicieux. Donc, on a des systèmes qui sont capables de lire les QR codes et de dire, tiens, ça correspond à un domaine qui est suspect pour telle ou telle raison, etc., etc.
mais maintenant ils ont inventé des QR codes qui ne sont plus des images, mais sous un autre format. Et donc, on est obligé derrière de recréer d'autres moteurs qui reconstruisent le QR code, qui reconstruisent le... Donc, c'est ce schéma habituel, finalement, de chat et de la souris, de bouclier et d'épée, etc., qu'on connaît depuis 20 ans, mais ce qui ramène toujours ce principe d'anticipation ou de recherche, être capable de voir une nouvelle menace, et donc de fournir des solutions, des moyens, qui soient, encore une fois, en termes de sensibilisation et technique, des moyens humains et techniques, finalement, pour s'en prévenir. D'ailleurs, on va afficher l'adresse du site internet de Fortinet, parce que une des phrases que j'ai pu glaner sur le site, et vous irez vous balader, vous y trouverez certainement des informations en réponse à vos questions, c'est Fortinet offre une cybersécurité partout où vous en avez besoin. Sécurisation de l'ensemble de la surface d'attaque numérique. C'est un peu le résumé de ton propos, Renaud. Juste avant qu'on passe sur la deuxième thématique, parce que le temps file, juste anticiper, c'est aussi dans ton domaine, Alain, c'était anticiper dans une compétition, une situation, tu t'en as un petit peu parlé rapidement tout à l'heure, mais avec ton entraîneur historique, Denis Hauguin, c'était de se préparer, à un moment donné, si on avait un adversaire que l'on pensait pas forcément ce jour-là être aussi performant, être capable d'aller chercher l'outil que Denis, lui, ton entraîneur, t'avait développé. Oui, après, je pense que c'est très important d'être conscient de ce qui se passe dans notre environnement, notamment quand on fait du sport de haut niveau et contre qui on va concourir, quelle est sa stratégie de course, etc. Mais il se peut qu'un jour, un athlète soit dans un niveau de forme extraordinaire, qu'on le soit moins nous. Et donc, il faut aussi avoir cette capacité à se recentrer sur soi. Parce que on est d'autant plus performant quand on est conscient de ce que l'on fait, quand on maîtrise finalement son domaine. Et ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est que l'on fait beaucoup de progrès sur nos points forts et pas nos points faibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger nos points faibles finalement au quotidien à l'entraînement. Moi, j'avais des points faibles parce que j'étais assez raide physiquement. Par contre, j'avais un point fort, le fait de créer de la vitesse rapidement. On a plus voulu jouer là-dessus. Et quand on partait très vite, je partais très vite au premier 50 mètres, tout le monde nous disait mais c'est pas le bon schéma parce qu'il y a personne qui fait ça sur Terre. Sauf que le jour où j'ai tenu un 100 mètres et j'ai réussi à battre un record, beaucoup d'autres personnes se sont inspirées de cette stratégie de course. Donc tu vois, l'idée c'est encore une fois d'être conscient de son environnement, de se concentrer sur soi pour donner le meilleur de soi-même. Et ça, quand on le met finalement en exergue avec les compétences de l'entraîneur et les ressentis du nageur, on arrive à produire quelque chose d'assez unique et magique. Vous pourrez d'ailleurs aller voir, parce que j'ai eu ce bonheur et cette chance dans une autre vie de commentaire des records du monde d'Alain Bernard, c'était du côté de Montpellier. Je vous invite, vous regarderez tranquillement ça. Ça dure moins de 47 secondes. Oui, vous regarderez, mais vous verrez, c'est un peu le schéma. Deuxième thématique, messieurs, les apports de l'IA. L'IA, c'est un moteur d'apprentissage. Générer des prédictions statistiques, ça, ok, ça c'est pour le commun des mortels, on va dire, comme moi. Bon. Maintenant, l'apport de l'IA, l'apport positif, c'est quoi? Tu as commencé à en parler d'ailleurs, hein, tu disais, oui, l'IA nous aide. Alors déjà, on va revenir un petit peu en arrière et revoir un peu justement le concept d'IA. On dit intelligence artificielle. Intelligence, ça vient du latin intelligo, chercher à comprendre. Donc ça ne cherche pas du tout à comprendre. Donc on va dire le terme est faux. Artificiel, ça c'est effectivement artificiel. Tu n'es pas le premier à dire. T'es pas le premier à dire qu'intelligence artificielle, c'est pas forcément la bonne dénomination. Oui, bon, après c'est du marketing, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, quand on veut comprendre, il faut comprendre les deux règles de l'IA. La première, c'est garbage in, garbage out. En gros, l'IA est un modèle qui apprend à partir de données. Ça ne fait que apprendre et recracher des données. Si les données qui sont apprises ne sont pas bonnes, elles sont fausses, ou pas forcément bien qualifiées, ou parfois pas du tout dans le sujet, parce qu'on va apprendre, par exemple, dans un domaine, bien, pour protéger contre ce type d'attaque, il faut ce type d'attaque, un exemple de ce type d'attaque. Si je donne un autre type d'attaque, finalement, c'est pas bien qualifié. Donc, en gros, en fonction de la qualité des données, on va avoir un résultat de plus, de plus ou moins bonne qualité. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc les modèles, c'est une fois qu'on a fait tout l'apprentissage, donc ça fait déjà, toujours, ça n'est qu'une question de prédiction. On va dire, si j'ai telle donnée en entrée, quel résultat en sortie? Est-ce que c'est une attaque, oui, non? Ou est-ce que, et quand on parle, par exemple, de l'intelligence artificielle générative, quand on comprend comment ça marche, en fait, tout ce que fait l'intelligence artificielle générative, c'est prédire le prochain mot, en fonction de certains... Donc ça n'est que de la prédiction, finalement. Et donc, c'est une prédiction statistique, en fonction des éléments qui ont été pris en entrée. Jusqu'à l'agrège. Ça va générer, exactement, et après, on va voir
statistiquement, il y a plus de probabilité que ce soit une attaque que pas une attaque en fonction de ce que j'ai appris. Donc, les statistiques, c'est-à-dire que ça va travailler sur les grandes masses. J'aime bien reprendre en fait le schéma de la psychohistoire, donc dans Fondation de Harry Seldon, qui en fait est capable de prédire l'avenir de l'être humain, mais ne va pas prendre en compte les exceptions. C'est exactement pareil en fait, avec l'intelligence artificielle. Donc voilà ce que ça fait. Ça va faire des prédictions qui sont justes dans les grandes masses, et pas au niveau des exceptions. En revanche, une fois qu'on a compris ça, on va être capable de construire des modèles qui vont être bien spécifiques et qui vont être applicables à énormément de domaines. Donc, on a vu les domaines, typiquement, pour être capable de prendre un email, savoir si c'est un spam ou pas. Donc, on va apprendre tout ce qui est email légitime, email pas légitime, et va avoir des petites différences. Mais ça va être typiquement comme métrique que l'on peut prendre, c'est le nombre de mots, la ponctuation, les espaces, les fautes d'orthographe. Ça peut être également, ne serait-ce que l'entropie, entre guillemets, est-ce qu'il y a beaucoup de mots différents, ce genre de choses. Et donc, on va être capable, finalement, de voir que statistiquement, un email de spam va pas avoir exactement les mêmes caractéristiques qu'un email normal, et on va être capable de l'attraper. Pareil pour les URL, donc les adresses auxquelles on va se connecter. Ça va être pareil pour, finalement, les attaques au niveau du réseau. Parce que vous avez une attaque qui passe sur le réseau, donc il y a un paquet, ce qu'on appelle un paquet, c'est un ensemble de données qui arrive à la destination. On voit bien que ce paquet a un certain nombre de caractéristiques. Et le paquet d'une attaque et le paquet d'un trafic légitime vont avoir d'infimes différences, mais qui statistiquement, sur des volumes, vont permettre de faire la différence entre l'un et l'autre. Donc on a toute cette partie, en fait, déjà, qui va être apportée en termes de détection des attaques. Après, vous avez également, on va dire, le travail plus en termes de réaction. C'est-à-dire que vous avez des centaines de milliers d'événements qui arrivent tous les jours dans les centres de supervision de la sécurité. Et donc, il faut être capable de les traiter. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle va apporter comme une capacité de traitement, en fait, énorme, bien supérieure à celle de l'homme, qui va être capable, finalement, de trier plus statistiquement, voilà, et de remonter, finalement, les éléments importants, voire même d'apporter une certaine aide. On parle d'intelligence artificielle générative, donc typiquement les chats GPT, etc. Vous pouvez dire, tiens, ce message, ou ce type d'événement, est-ce que c'est une attaque? Elle va vous répondre, ah oui, quel type d'attaque, voilà, et comment faire pour s'en prévenir. Elle va vous donner une réponse. Attention, ça on y verra tout à l'heure. Oui. Et d'ailleurs, tu sais, pour les néophytes, je me permets de compléter, parce que c'est vrai que là, c'est peut-être très familier, on est dans un univers où les gens connaissent, et ceux qui nous regardent connaissent très bien de quoi on parle, mais depuis quelques années, Jérôme, est-ce que tu as déjà vu, au moment de t'identifier sur un site internet, qu'il fallait que tu cliques sur le passage piéton, ou la souris, ou la moto, ou l'avion? Eh bien, en fait, ça, c'était une forme d'apprentissage. Malgré nous, en fait, pour accéder à notre site internet, on cliquait sur les bonnes images, et ces images étaient enregistrées pour fournir de la donnée aux intelligences artificielles qui sont capables de reconnaître la petite souris, le passage piéton, etc. aujourd'hui. C'est quand même dingue. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, et juste après, ça c'est pour la régie, on va montrer une slide parce que j'aimerais que Renaud puisse s'appuyer dessus. Ce qui d'ailleurs, moi, entre parenthèses, lorsque je me trompais, lorsqu'il me disait où se trouve le camion, et qu'il me disait c'est pas ça, il en manque une, j'ai toujours, je sais quand même ce que c'est qu'un camion, non? Bon. Alors, en revanche, tiens, on va regarder maintenant. Je voudrais qu'on voit, donc on a, vous me dites en régie, il est plein pot la slide, parce qu'elle est intéressante. Donc ça, c'est le FortiGuard Lab, c'est ce que Fortinet, entre autres, peut proposer, mais juste comme ça pour pouvoir la décrire ou la décrypter, allez, on va dire, pour ceux qui nous regardent. En fait, ce que ça représente, c'est le fait que nous déployons de l'intelligence artificielle à peu près à tous les niveaux de la sécurité. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque aujourd'hui, c'est devenu visible l'intelligence artificielle avec l'intelligence artificielle générative. Exact. Maintenant, quand on regarde sur la gauche, typiquement, identifier et stopper le trafic malicieux, ça doit faire 10 ans que nous le faisons chez Fortinet, avec déjà de l'intelligence artificielle, qu'on appelait à l'époque machine learning, mais apparemment en termes de marketing, c'était pas terrible. Donc c'est mieux de dire intelligence artificielle. Je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que machine learning est... Bon. Mais on voit à peu près le principe. Donc tout à l'heure, je parlais justement de la capacité à couvrir l'ensemble de la surface d'attaque, et c'est ce que l'on trouve ici, en fait. Donc attention, ce n'est pas parce que nous déployons de l'intelligence artificielle à tous les niveaux de la détection, jusque justement dans les équipes, pour assister les équipes de réaction, que nous n'utilisons que ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles.
il est toujours indispensable de compléter avec des moteurs dits déterministes. Parce que parfois, il y a des choses qui sont évidentes. En gros, on peut écrire une règle en disant « si je vois ça dedans, c'est sûr que c'est une attaque ». Donc on n'a pas besoin de passer par l'intelligence artificielle. Là, on a 100% de garantie qu'on ne se trompe pas. Donc on va pouvoir épurer. Maintenant, l'intelligence artificielle, justement, va permettre bien souvent de récupérer tout ce que l'on ne sait pas. Donc par exemple, un trafic réseau, on ne sait pas très bien si c'est une attaque ou pas. Là, l'intelligence artificielle va pouvoir fournir, en général, un pourcentage, en disant, il y a quand même, vu ce que j'ai appris, il y a quand même 90% de chances que ce soit une attaque. Donc là, le moteur, automatiquement, va, en général, bloquer ou en tout cas lever une alerte. Et on va trouver ça donc, au niveau du réseau, au niveau des applications, au niveau des données. Bref, et même là récemment, on va l'intégrer. Au niveau de l'utilisateur, c'est très intéressant, parce qu'on va apprendre comment se comporte un utilisateur. Ne serait-ce que la manière dont il tape au clavier. Donc quelqu'un a récupéré votre login, votre mot de passe. Vous pouvez... Voilà, finalement, quand on y pense, c'est assez simple. On récupère les touches et puis après, pareil, on met tout ça dans un bon moteur. La façon dont ça tape, est-ce que ça tape de manière continue? Ça veut dire que c'est plutôt un robot ou quelqu'un d'hésitant ou quelqu'un qui a des habitudes de tape? Si ce jour-là, il a une autre habitude là, ça va être un problème. Mais en général, c'est instinctif au bout d'un moment. Et donc, on va être capable de voir qu'il y a quelqu'un qui utilise votre utilisateur avec votre compte, mais qui n'est pas vous. Donc, et ça c'est quand même... Mais est-ce que vous avez des liens ou des ramifications avec justement les services déjà juridiques et puis après législatifs? Parce que tout ça, c'est des choses qui évoluent en permanence et vous êtes finalement au cœur du réacteur. Vous avez accès à des données ou à des types d'attaques qui sont fondamentales pour nous protéger toutes et tous, même les simples utilisateurs. Alors, là, en fait, quand on parle de liens avec des entités légales, entre guillemets, c'est plus en général pour tout ce qui est gestion des données personnelles, pour tout ce qui est la RGPD, donc parce que certaines données ne doivent pas être partagées, ne doivent pas être accessibles par d'autres gouvernements en fonction de... Donc ça, c'est le type de lien que nous avons. Après, les attaques, entre guillemets, elles sont connues. Les moyens pour s'en prémunir, ça reste un peu quand même notre valeur. Donc, autant on va expliquer les principes, comme je viens de le faire. Le code derrière, même moi, j'y ai pas accès. C'est un petit peu normal, c'est notre propriété intellectuelle. Bien sûr. C'est comme les recettes des fameuses et des plus grandes choses que l'on peut consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Ces recettes de cuisine, Jérôme, c'est ça? Et qui restent dans des coffres-forts bien gardés. Juste avant de passer, parce que ça va vite à la troisième partie, j'aimerais, avec toi Alain, parce que les apports de l'IA, c'est également dans ton sport, dans ton domaine. Alors, toi, quand tu nageais, on n'appelait pas ça encore l'IA, d'ailleurs, Renaud l'a bien appelé là. Par contre, on a 2 slides là qu'on va mettre en régie. C'est ça. Aujourd'hui, dans ma reconversion, je travaille avec différentes sociétés et startups, et notamment l'une des sociétés... en fait, qui développe qui fait appel à des ordinateurs et des algorithmes, qu'on appelle l'intelligence artificielle pour vulgariser, pour analyser le comportement d'un nageur ou d'une nageuse, tout simplement en analysant un cycle de nage. C'est-à-dire qu'à l'époque, il aurait fallu une équipe d'ingénieurs qui viennent avec des caméras sous l'eau, des capteurs, trianguler le bassin, qu'il n'y ait personne derrière, etc., faire plusieurs passages et extrapoler des données. Aujourd'hui, on envoie une vidéo sur une plateforme et en l'espace de 12 à 15 minutes. Aujourd'hui, ça veut dire que dans 2 ans, 5 ans, ce sera drastiquement réduit parce que c'est le volume qui va en faire la pertinence. On est capable, typiquement sur cette image, en analysant ce nageur, en regardant que son poignet gauche descend 5 cm plus bas que son poignet droit. Et en fait, ça, c'est avec la courbe des trajectoires où on peut isoler les parties. Donc la courbe verte par rapport à la courbe noire. Voilà, les parties du corps à droite que l'on peut isoler, la tête, les poignets, les coudes, les chevilles, etc. Et donc, vous imaginez là, le degré de précision que l'on peut faire dans un laps de temps relativement court. Et l'objectif de ça, c'est de corréler finalement le discours de l'entraîneur et de l'athlète pour qu'il puisse tendre vers quelque chose qui est de plus en plus efficient et efficace. Parce que nager, on sait très bien, c'est un sport de déplacement. Et on sait que la vitesse augmente en fonction du carré la résistance augmente en fonction du carré de la vitesse, comme tout. Donc au plus on va vite, au plus c'est dur d'aller vite. Et donc voilà, ça c'est aujourd'hui un des outils sur lesquels je travaille et je m'attache à développer. Parce que c'était loin d'exister
à mon époque, ça. C'est-à-dire que pour une analyse comme ça, il fallait tout un protocole, il fallait faire venir 4 personnes de la fédération pendant 2 jours, faire des dizaines de passages. Et aujourd'hui, en un passage et 15 minutes, on a l'équivalent en 15 ans de temps. Donc, qu'est-ce que ce sera dans 10 ou 15 ans? Moi, c'est ça qui me fascine, quoi. Vous avez compris pourquoi aussi on a voulu à un moment donné les réunir tous les deux, parce que entre ce que Alain vient de nous expliquer et surtout tout ce que Renaud nous explique pour Fortinet, j'ai envie de te dire, Alain, que ce qui peut te manquer là, et ce qui te manque surtout, c'est la protection, sensibilisation par rapport à tout ça, et que Fortinet, justement, est là pour pouvoir avoir cette protection de cyberattaque, comme on pourrait dire. Alors, l'IA, messieurs, dernière partie, le bon usage de l'IA. Alors, si on est un petit peu dans l'excès, j'ai envie de vous dire, messieurs, on peut s'arrêter là, on laisse l'IA faire, et puis on s'en va, on quitte la planète. Si j'ai bien compris. Sauf qu'elle ne progressera pas si personne ne lui apprend des nouvelles choses supplémentaires, parce qu'il faut tenir compte, j'imagine, du contexte, d'un contexte temporel, d'un contexte tout court, quoi. C'est-à-dire que l'humanité a évolué aussi depuis des millions d'années, et c'est cette intelligence collective qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on nage plus vite, pas uniquement parce qu'on s'entraîne plus qu'il y a 100 ans, même si c'était un fait. À ton époque, par exemple, il y a eu les combinaisons. Oui. Ça battait des records, etc. Ça, etc. Mais sauf que c'est pas la combinaison qui nageait tout seul. Il fallait aussi, en même temps, que des entraîneurs, des nations se réunissent, qui fassent des colloques, qui discutent sur des stratégies d'entraînement. Alors et puis un nageur aussi. Comment ? Il fallait un nageur. Il fallait à minima un nageur, quoi, et qui puisse être, être étanche, quoi. C'est ça la contrepartie. Donc finalement, ce partage d'expérience nous a fait grandir et évoluer. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend à des machines. Donc on leur apprend, et dans un laps de temps très vite, elles absorbent une quantité de données phénoménale. Mais toujours est-il que si on s'arrête aujourd'hui d'apprendre à l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas continuer à apprendre. Et moi, à mon époque, en effet, l'exemple que tu veux prendre avec les combinaisons, c'était une évolution logique finalement d'une tenue vestimentaire qui a fait qu'il y a une marque qui a exploité une faille du réglementation de la FINA. Et toutes les autres marques se sont engouffrées dedans. Donc il y a eu un genre de développement un peu incontrôlé. C'est-à-dire qu'il y en a qui mettaient des plaques de polyuréthane, il y en a d'autres qui mettaient tout en polyuréthane. Et donc quand on sait que c'est la seule, voire le principal ressource financière pour un nageur, l'équipementier, ça a causé des torts à certains qui se sentaient lésés par rapport à un équipement qui n'était pas équivalent. Voilà pour synthétiser un petit peu l'évolution des combinaisons. Et donc là, la Fédération internationale a décidé de couper court, c'est le cas de le dire. Elle a dit on vient en shorty, on norme une certaine surface de tissu et une certaine densité. Et à partir de là, en fait, comme ça, il n'y aura plus d'inégalité. Parce que c'est encore une fois les inégalités qui ont permis de pointer du doigt cette évolution technique qui était d'un côté naturelle, mais de l'autre pas suffisamment maîtrisée. Et ce qui me ramène aussi en mémoire une nageuse qui avait déclaré après une défaite en pleurs, d'ailleurs, j'attends ma nouvelle combinaison, sous-entendu. Oui, ça avait pris des proportions aussi médiatiques extraordinaires. Et alors, chez Fortinet, et toi Renaud, tu me disais quand on préparait ça avec tes équipes que l'IA peut permettre d'accroître les niveaux de sécurité. C'est un peu ce que tu as commencé à nous expliquer tout à l'heure, en fait. Oui, alors, en fait... Ça, c'est le bon usage de l'IA. Déjà, effectivement, le bon usage, à partir du moment où on comprend, on sait ce que l'intelligence artificielle peut apporter, on se rapproche déjà. Parce que souvent, on s'imagine que c'est un peu un truc magique. Voilà, ça va tout faire. Comme tu disais, on peut partir. Donc non, puisque et ce que Alain disait est également très juste, c'est que déjà, il faut continuer à l'alimenter, pour qu'elle continue à apprendre pour voir les nouvelles attaques. Il y avait récemment un débat très intéressant, rapidement, sur un réseau social. Une personne disait, il n'y a plus besoin de Wikipédia maintenant qu'on a ChatGPT. ChatGPT, il apprend grâce à Wikipédia. Oui, donc, à mon avis, voilà. Bon, a priori, tout le monde n'a pas tout compris. Ça, c'est pas forcément surprenant. Mais exactement, on a le même mécanisme, à savoir qu'il faut continuer à alimenter les moteurs d'IA pour qu'ils apprennent les nouvelles techniques, etc. Après, là aussi où ça peut, et ça facilite énormément, c'est pour tout ce qui est la réponse à incident. Réponse à incident de sécurité comme incident de réseau, d'ailleurs. Donc, il y a un incident qui se produit et on va être capable, très rapidement,
de poser les questions qui vont bien en disant, par exemple... ah oui, au lieu de mettre des heures ou de longues minutes ou heures à trouver le problème, finalement, l'IA va permettre de pointer, parce qu'il a tellement enregistré, et s'il repère une faille, s'il repère un problème, il va dire ça, je connais ce problème, je sais que c'est page 2 milliards 858 du manuel. Oui, mais c'est exactement ça. Et c'est ce qui est intéressant, puisque si on parle maintenant, par exemple, réseau, pour changer de la sécurité, puisqu'on a exactement les mêmes mécanismes, finalement, une partie du réseau tombe, et donc l'IA va être capable de dire « Ah bah tiens, c'est lié à tel phénomène, il y a une erreur de tel côté, en testant machin, on se rend compte que, etc. etc. » Donc on va se dire « Super, c'est magique, on peut partir. » Non, parce que, encore une fois, il peut y avoir des erreurs. Et il y a des erreurs. Donc on a toujours besoin d'un niveau d'expertise pour être capable de dire « Non, mais ça, c'est une connerie. » ça, c'est pas possible, parce que ça, parce que je connais, etc. Et effectivement, grâce à d'autres données, encore une fois, fournies par l'IA, on est capable de voir, non, mais là, le lien, il ne se fait pas. L'IA en a fait, on ne sait pas comment, elle a halluciné, ce sont des choses qui arrivent, ou on appelle ça vraiment de l'hallucination, ou on peut y avoir, justement, ça peut être un cas exceptionnel ou ce genre de choses, mais c'est pas bon. Et par exemple, aujourd'hui, on est même capable de générer des configurations. Vous dites, voilà, vous faites un dessin de votre réseau, en disant, tiens, moi, je veux ça, de tel à machin truc, vous lui envoyez, il vous pond la configuration. C'est génial. Et il vous l'explique. Encore mieux. Mais vérifiez quand même. Parce que vous pouvez avoir une adresse, peut-être qu'il a mal lu, parce qu'à un moment, il est en reconnaissance d'écriture. Donc il a mal lu le 8, il a pris pour un 9 ou un truc comme ça. Si vous faites copier-coller que vous balancez, c'est pas sûr que ça marche. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Et c'est ça la force. C'est qu'en fait, l'humain plus l'intelligence artificielle, là, on va gagner du temps. On va aller vachement plus vite, que ce soit pour configurer les systèmes de sécurité ou système réseau, pour réagir à un incident, mais à un moment ou à un autre, il y a un humain qui va être obligé de vérifier et d'appuyer sur le bouton. Est-ce que comme dans la phase d'industrialisation, il n'y a pas une appréhension finalement des gens en disant mais si la machine fait telle tâche à ma place, qu'est-ce que je vais faire moi en fait? Est-ce qu'il y a un vrai sujet ou une préoccupation peut-être des collaborateurs Aujourd'hui non, parce qu'on manque de ressources. D'accord. Aujourd'hui, il y a un manque cruel de personnes compétentes, en particulier en cybersécurité. Ce qui fait que c'est plutôt un soulagement. C'est un secteur de se dire, voilà, avant j'avais besoin de 10 personnes pour faire ça, maintenant j'en ai plus besoin que de 2. Donc finalement, ça tombe bien, parce que j'en avais que 2. Donc au final, pile poil. Donc aujourd'hui, on en est là. Demain, effectivement, mais c'est toujours pareil. Parce que peut-être qu'on va dire ce qu'on appelle du niveau 1 dans un centre de supervision, c'est ceux qui font le triage, le tri d'événements assez basiques. Effectivement, une partie pourrait être remplacée par une IA. Mais il faut quand même des gens qui vont vérifier finalement le tri, donc que ce soit sur des volumes ou statistiquement, voir comment ça se passe, etc. Il va falloir d'autres expertises derrière, et des expertises également pour alimenter cette IA. Donc finalement, ce sont d'autres emplois qui vont se créer, et on a la chance, mais bon, c'est comme ça, que finalement aujourd'hui, on ne va pas supprimer des emplois, puisque de toute façon, on n'avait pas de ressources, donc les gens qui vont arriver vont tout de suite passer théoriquement de l'autre côté de la barrière, plus dans l'exploitation de l'IA, que de faire le boulot qui va être remplacé par l'IA. Donc, coup de bol, on est bien tombé, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de choc trop important d'un point de vue humain et social. Pas de choc trop important, en tous les cas, transformation aussi. Nous, on arrive au terme de cet échange, de cette émission, de ce dîner VIP. Juste un petit mot, Alain, avant de conclure avec Renaud. Tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec sensibiliser, anticiper, l'IA, le bon usage, est-ce que toi, à ton époque, si ça avait pu exister, ta relation avec Denis Hauguin, ton entraîneur historique, celui qui t'a emmené et qui aujourd'hui d'ailleurs emmène l'équipe de France de natation au sommet, est-ce que ça aurait changé? Est-ce que ça aurait changé? Non, parce que je pense qu'on a adhéré sur des valeurs au-delà de ses compétences et connaissances techniques. À l'époque, ce qui m'a plu chez cet entraîneur, c'est son intégrité et c'est ce qui nous a permis de durer dans le temps. Donc en effet, si on avait eu certains outils, peut-être qu'on serait allé plus vite, plus tôt. On ne le saura jamais. En tout cas, c'est resté depuis un très bon ami. Et je pense qu'il ne faut pas oublier justement le socle des valeurs de l'être humain dans tout ça, dans tout ce développement. Parce qu'aujourd'hui, on sait où on en est. On a vu à quelle vitesse c'est allé ces dernières années. Et dans 10 ans, ça peut s'accélérer encore. Donc si on ne s'ancre pas sur des valeurs et des choses
finalement saines qui nous sont plus coutumières, on peut être assez déstabilisé. Donc oui, l'une de mes plus grandes fiertés finalement, c'est d'avoir pu faire toute cette carrière avec quasiment la même personne, à moins de 200 km où on est nés tous les deux. On a parcouru le monde et on a été l'un des nageurs les plus. J'étais l'un des nageurs les plus rapides au monde. Donc c'est cette vraie fierté. Tu as été à un moment donné le nageur le plus rapide au monde. Au moins un instant T. Et ce qui est d'autant plus incroyable, on termine avec Renaud, c'est que l'homme que vous avez ici, multiple médaillé olympique, multiple médaille d'or au niveau européen ou mondial, aura passé jusqu'à présent plus de temps avec Denis Hauguin, son entraîneur, qu'avec sa propre femme, avec qui elle a une charmante petite fille. C'est vous dire quand même qu'à un moment donné, il faut s'apprécier. Il faut s'apprécier énormément. Renaud, juste pour conclure ensemble, je disais en préambule, et tu le confirmais d'ailleurs, Fortinet, c'est convergence du réseau et de la sécurité. Ce qu'on a pu comprendre, on va remettre d'ailleurs l'adresse du site internet, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y avait aussi chez Fortinet la cybersécurité finalement, partout, pour qui que ce soit, à partir du moment où il y a un besoin, sécurisation, j'aime bien cette phrase, sécurisation de l'ensemble de la surface d'attaque numérique. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses à moitié. Dire qu'on va sécuriser qu'une partie, c'est comme dire, voilà, vous avez votre maison, moi je sécurise les fenêtres. Ah non, les portes, c'est pas moi, vous voyez avec un autre, puis avec un autre. Donc finalement, vous avez un système qui n'est pas forcément homogène. Vous aviez défini ce qu'on appelle une politique de sécurité, mais finalement, c'est pas forcément cohérent. Il y a des trous dans la raquette, entre guillemets. La capacité à couvrir la quasi-totalité de la surface d'attaque, ça garantit justement une centralisation, une simplification, même au final. Et donc on revient sur les aspects humains, parce que plus c'est compliqué, plus il y a de chances d'erreur, plus on simplifie, plus c'est facile à gérer, ce qu'on appelle administrer dans notre jargon, donc réduire les probabilités d'erreur. Réduire les probabilités d'erreur. Est-ce que j'étais bien avec deux humains je ne sais pas, je ne sais plus. Si, peut-être, Bernard. Oui, parce que quand on a faim, on est humain. Renaud, merci. Bon, moi, j'ai faim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Fortinet de nous avoir ouvert comme ça les portes un peu de son entreprise. Comme vous avez pu le voir, l'entendre, le comprendre, l'écouter surtout, c'est avec cette société que vous allez pouvoir très certainement trouver des solutions à des problèmes peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui. Ça, c'est pour vous sensibiliser, mais c'est pour anticiper vers demain. Prochain rendez-vous, ça sera avec très grand plaisir, toujours pour un autre dîner VIP. Merci.